Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Dans l'actualité, vous avez fait une grande tournée des territoires, vous avez fait la Creuse, le Cher, la Nièvre, les Côtes d'Armor. Vous êtes allé à la rencontre des Français dans la France périphérique, comme l'on dit. Oui, c'est vrai, la France profonde, la France délaissée malheureusement quelquefois. J'ai rencontré évidemment principalement les sympathisants du Front National. Je souhaiterais aussi pouvoir m'adresser aux autres. Du Rassemblement National maintenant. Du Rassemblement National, bien sûr, du Rassemblement National. Mais j'ai constaté qu'il y avait encore une ardeur militante et que nos amis sont quelquefois un peu l'arme au pied, c'est vrai. Mais tout de même qu'ils espèrent beaucoup des prochaines échéances qui seront déterminantes pour l'avenir de l'Europe et par voie de conséquence notre pays. J'ai reçu un excellent accueil. Je remercie les secrétaires départementaux et les bureaux, les fédérations, les élus et les personnes qui sont venues, qu'elles partagent ou non complètement au départ nos convictions, qui sont venus m'écouter à ces occasions. Les prochaines échéances pour votre mouvement seront les élections européennes probablement. On a eu le sommet de l'Union européenne la semaine dernière. Comment l'analysez-vous? On a vu du côté des nationaux et du côté de la Commission européenne, chacun crier victoire. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à ce sommet? Quelles sont les décisions qui ont été prises? Écoutez, crier victoire, certainement pas, parce que ça ne le mérite pas. Mais c'est sûr que le texte, enfin, paraît prendre un petit peu conscience de la situation et va plutôt dans le bon sens. Ce n'est plus un texte immigrationniste à fond comme ceux auxquels nous sommes habitués dans ce Parlement. Alors là, c'est un peu plus raisonnable, ça vient du Conseil, il est vrai. Notamment, on dit très clairement que les flux migratoires doivent être entravés. Bon, qu'il faut s'attaquer aux passeurs. Bon, tout ça, ce sont des catalogues de bonnes intentions. Il est dit, j'ai ici le document d'ailleurs final, conclusif, sur le territoire de l'Union européenne, les personnes secourues conformément au droit international devraient, vous voyez le conditionnel, être prises en charge sur la base d'un effort partagé par un transfert dans des centres contrôlés, établis dans des États membres, uniquement sur une base volontaire. C'est le respect de la souveraineté? On comprend que c'est une base volontaire de la part des États membres, c'est donc le respect de la souveraineté des États membres, et notamment des États d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas accepté l'ouverture des frontières pour voir tout le tiers-monde débarquer chez eux. Où un traitement rapide et sûr permettrait, avec le soutien total de l'Union européenne, de distinguer les migrants en situation irrégulière qui feront l'objet d'un retour des autres, qui ont éventuellement vocation à solliciter l'asile. Sauf que dans tout ce document, on ne dit rien ou très peu de choses des causes. Il y a un programme de développement avec l'Afrique, on met 500 millions d'euros dans la cagnotte, ce qui est une goutte d'eau, il faut bien le dire, par rapport à la situation de ce continent. Ce qui est grave, c'est le silence assourdissant des États de départ, dont certains sont riches. Je vous rappelle que l'Angola, dont nous avons reçu avant-hier le président, est un État qui connaît un véritable boom économique, que maintenant il y a des Portugais d'origine qui émigrent en Angola pour servir chez de riches Angolais. Le produit intérieur a fait un bond de quelque chose comme 35% dans ce pays. Par conséquent, il faudrait s'attaquer aux causes et pas simplement dire que les migrants en situation irrégulière seront renvoyés chez eux. Ils seront renvoyés chez eux comment ? Quels sont les moyens? Quels sont les moyens? C'est toujours une politique qui me fait penser à celle de l'impératrice Tsehi, à l'arrivée des barbares blancs, des Européens en l'occurrence, qui se contentaient de rédiger des décrets d'une façon parfaitement calligraphiée et en accord avec toutes les règles de l'élégance de la syntaxe chinoise. Alors, dans ces problèmes européens, il y a le cas de l'ambassadeur de France en Hongrie, Éric Fournier, qui vient d'être limogé. Mediapart a révélé une note dans laquelle l'ambassadeur, une note interne du ministère des Affaires étrangères, dans laquelle l'ambassadeur se montrait assez favorable à Viktor Orban. Il parlait de magyarophobie. Oui, oui, les Hongrois sont des Magyars, il faut prononcer en réalité Magyar. Bon.
mais ça s'écrit G-Y, M-A-G-Y. On sait que quand on part sur le côté linguistique avec vous, on est piégé. Voilà, non, les Magyars, et ils pouvaient parler de magyarophobie ou de hongarophobie, je ne sais pas. Est-ce que le limogeage de l'ambassadeur de France en Hongrie est-il pour vous un abus de pouvoir d'Emmanuel Macron? Oui, indiscutablement. Je trouve que c'est très grave parce que ça, c'est un signal qui est envoyé à tous nos services diplomatiques. N'envoyez des notes que dans le sens du politiquement correct. Sinon, vous serez mal jugé, voire débarqué. N'envoyez des notes d'appréciation sur la politique du pays dans lequel vous êtes accrédité que si elles plaisent au Quai d'Orsay, que si elles plaisent au ministre. C'est évidemment ouvrir la porte à un conformisme total. Et puis le deuxième fait, c'est que ce qui est grave, c'est pas que l'ambassadeur ait eu des propos somme toute favorables à Viktor Orban, c'est que cette note qui est ultra confidentielle se soit retrouvée dans les colonnes de Mediapart. Ça, c'était, je trouve extraordinaire que dans notre État, un État de droit, des gens sous prétexte qu'ils sont des journalistes peuvent porter atteinte à la présomption d'innocence, au secret de l'instruction, au secret d'État, je ne sais pas, au secret défense, aux intérêts vitaux du pays, et ceci absolument en toute impunité, avec l'assentiment général. C'est ça qui aurait dû susciter, à mon avis, l'inquiétude du ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, et du président de la République, M. Macron. Votre collègue Louis Alliot, député à l'Assemblée nationale, s'est ému du sort de 2 immigrés japonais, 2 viticulteurs dans le sud-ouest en France, qui vont devoir être expulsés, en tout cas qui sont menacés. C'est quoi, l'immigration choisie? Pour vous, pour une fois, on est un petit peu... ça devrait vous plaire, au contraire, de voir qu'on règle la question de l'immigration. Oui. S'il n'y avait que le problème de l'immigration japonaise en France, ce ne serait pas très grave. Parce que la plupart des Japonais, d'ailleurs je vais recevoir tout à l'heure l'ambassadeur du Japon au Conseil de l'Europe, qui a accepté mon invitation à déjeuner, ce sont des gens qui la plupart du temps repartent chez eux. Ceux-là, effectivement, sont des amoureux de la France, qui ont travaillé comme salariés dans l'agriculture, dans la viticulture. Et, qui venaient de chez M. Ducasse. Les Japonais sont fascinés par les bons aspects de notre civilisation, notamment la gastronomie, le vin, qui ont connu là-bas un boom prodigieux. Et ceux-là voulaient se mettre à leur compte comme exploitants viticoles. Ils ont très bien réussi. Leur première récolte a été vendue très au-dessus du prix qu'ils avaient envisagé dans leur plan de financement. Mais la préfecture leur dit « Ah ben non, ce n'est pas suffisant pour assurer votre subsistance, on va vous expulser ». Je trouve que quand on tolère quantité de délinquants multirécidivistes sur notre territoire, quand on laisse entrer n'importe qui, des gens qui, de toute évidence, n'ont aucun titre à l'asile politique auquel ils prétendent, etc., qui sont incapables, souvent les malheureux, de fournir la moindre contribution économique à leurs dépenses. Et là, on a des gens qui s'assument eux-mêmes de façon paisible, pacifique, qui respectent nos mœurs, nos lois, nos goûts, et même qui les ont adoptés. Je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Alors récemment, une grande ligne de fracture. Emmanuel Macron a été promu, nommé chanoine de Latran. Les laïcistes qui s'en offusquent, les conservateurs qui trouvent que c'est le respect d'une tradition. Comment est-ce que vous vous positionnez entre ces 2 tendances? Oui, c'est le respect d'une tradition. La France est encore majoritairement, pour combien de temps, enfin en théorie du moins, une nation catholique principalement. La liberté de culte existe, c'est très bien, mais il y a cet honneur qui était fait par le pape, après tout un chef d'État, au souverain français, de façon traditionnelle. Tous les présidents de la République, y compris, je crois, les plus laïcistes, les plus francs-maçons, s'y sont soumis. Je vois une tradition qui permet de renforcer les liens, le dialogue en tout cas, entre le chef d'État français
et le chef de la plus importante religion du pays et de celle à laquelle nous devons quand même une grande partie de notre civilisation. À côté de ça, Ourvari, le camp des conservateurs qui s'était félicité de cette nomination et qu'Emmanuel Macron ait accepté d'être chanoine de Latran, sont offusqués de l'organisation de la fête de la musique à l'Élysée. Finalement, il y a un côté un peu liberticide parfois à empêcher le chef de l'État d'avoir le goût musical qu'il souhaite. Ah, mais qu'il ait le goût musical qu'il souhaite. Mais enfin, je pense que c'était pas tellement une affaire de goût musical, hein, qu'on se trémousse sur du rap, etc. Je trouve qu'il y avait une chose qu'on pouvait porter à l'actif d'Emmanuel Macron, c'est qu'il habitait mieux la fonction que ses prédécesseurs. Et moi, par exemple, quand il a grondé, gourmandé, le gamin qui, par mesure de provocation, avait dit « ça va Manu », qui je crois même avait chanté l'International. Bon, alors certains s'en sont offusqués. J'ai vu une dame, une éducatrice, qui prend la défense du pauvre gamin en expliquant que maintenant ses camarades se moquent de lui à l'école, etc. Bon, moi, il m'est arrivé de faire le pitre et de me prendre une claque sur le nez et que les rieurs ne soient pas de mon côté. Ça a contribué plutôt à mon éducation et ça sert. Et ça sert, je crois, ça me sert à affronter l'hostilité ambiante. Bon, mais là, je crois que là, s'afficher avec un type qui portait un t-shirt « Je suis noir ». Fils d'immigrés, noir et PD. Fils d'immigrés, noir et PD, c'est-à-dire une triple revendication communautaire. J'aurais à tout prendre, je préférais le gamin, quoi. D'accord, à ce point. Oui. Je préférais dans l'attitude révolutionnaire, l'interpellation du gamin. Ça me paraissait moins attentatoire quand même à la dignité que le chef de l'État doit conserver, non seulement pour lui-même, mais dans son entourage. Mais il y a peut-être la nécessité d'être un peu provocateur. Toujours ce camp des conservateurs auquel peut-être vous pensez appartenir. Alors c'est l'autre jour l'émission Arrêt sur image. Non mais moi, si j'étais président de la République, je vous rassure, je ne serais plus du tout provocateur. Il n'y a pas de problème. Vous m'étonnez un peu. Je respecterai totalement la dignité de la fonction. Je ne le serai que par un certain nombre de réformes que j'engagerai, bien sûr. Je tiendrai des propos fermes, mais je ne m'exhiberai pas avec de cette façon-là. Mais monsieur, par exemple, Gauthier Favas, l'administrateur du réseau inter-LGBT sur le plateau d'Arrêt sur image, vous avez peut-être vu cette émission, elle fait le tour des réseaux sociaux, qui explique qu'il ne souhaite pas être déterminé comme homme ou comme blanc. Là aussi... ça c'est extraordinaire. C'était une émission... C'est son droit, arbitrée, je crois, je ne sais plus sur quelle chaîne, par M. Daniel Schneiderman, dont on voit le malheureux, c'est un homme de gauche, puisqu'il est journaliste au Nouvel Observateur, que l'on voit complètement dépassé par la situation, un peu amusé peut-être, puisque on commence par une émission sur le LGBT, puis on dit il n'y a que des hommes ici, on n'a pas observé la parité, donc on commence à c'est très vilain. Et alors à ce moment-là, il y a un monsieur barbu, moustachu, qui dit « mais je ne vous permets pas de dire que je suis un homme ». Ah bon, zut, alors, et puis, mais qu'est-ce que vous êtes alors je me revendique comme indéterminé. Ah bon, c'était la gaffe, quoi. Et puis, alors, il y a un autre représentant du LGBT qui a dit oui. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est que nous ne sommes pas des représentants de la diversité. Il n'y a que des blancs autour de cette table. Alors, le premier le reprend et dit, mais je ne vous autorise pas à dire que je suis un blanc. Parce qu'il est, semble-t-il, partiellement libanais. Chacun est libre de s'estimer comme il le pense. Chacun est libre de s'estimer comme il le pense, mais là, je crois qu'on voit... Le problème, c'est que ce discours est le discours dominant. Et on voit la réprobation. Vous voyez, le pauvre M. Schneiderman ou les autres étaient en position d'accuser. Voilà. Il cultivait des stéréotypes. Il les véhiculait. C'est très mal. Et là, on voit la dictature morale de l'indifférenciation. C'est ce qui règne d'ailleurs aussi dans ce Parlement. C'est la volonté absolue d'abolir artificiellement, parce que la nature ne le souhaite pas. Il faut absolument nier toutes les différences ethniques, culturelles, spirituelles, de sexe ou autres, c'est-à-dire finalement tout ce qui nous est donné.
et qui est d'une certaine façon conforme à la nature ou à la création, comme on voudra. C'est, je crois, la nouvelle idéologie révolutionnaire. Sans transition, et nous terminerons sur ce sujet, la grande évasion de Redouane Faïd en Seine-et-Marne. Une évasion impressionnante, les images parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous vous dites sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a carence du ministère de la Justice? Dans le même temps, d'ailleurs, les policiers sont attaqués par les émeutiers à Nantes, récemment encore aussi à Marseille. Il y a un gros problème aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'analysez politiquement? On peut lutter contre les évasions? On peut protéger suffisamment les prisons? Je vais reprendre le jeu de mots du canard enchaîné. On en peut dire que c'est un prisonnier particulièrement retors. Puisqu'il s'est évadé 2 fois, la deuxième fois en hélicoptère. Ça prêterait presque à sourire s'il n'y avait pas eu, je crois, dans sa précédente tentative d'évasion, une policière tuée. Et c'est ça qui était extrêmement grave et qui fait que je ne saurais, bien évidemment, saluer l'exploit comme l'a fait Madame Béatrice Dalle. Bon. Non, c'est un homme dangereux qui doit être remis en prison. Mais, la déclaration de la ministre de la Justice était absolument extravagante. Toutes les mesures de sécurité étaient assurées. Et apparemment, elle est revenue sur ces déclarations. Oui, rapidement, heureusement. Elles ne le sont pas. Moi, j'ai reçu ici même, il y a quelque temps, en début de mandat, les syndicats de l'administration pénitentiaire. Il nous faut une description apocalyptique de leurs conditions. C'est pas eux qui sont enfermés tout de même. Eh bien, on peut parfois se poser la question, n'est-ce pas? J'avais des récits, par exemple, une galerie sur laquelle donnent les cellules des prisonniers dont la porte est ouverte, ils peuvent se promener librement dessus, les gardiens sont en dessous, ils balancent de l'urine ou des excréments, etc., des tas de choses. On a découvert à l'occasion de cette évasion, d'ailleurs, que les téléphones portables sont théoriquement interdits, étaient d'un usage absolument général dans cette prison comme ils le sont dans beaucoup d'autres. J'ai des contacts, j'ai une relation suivie avec un détenu de longue durée qui est à Moulins après avoir été longtemps prisonnier au Maroc. Il me dit que dans les prisons françaises, par exemple, les appels à la prière retentissent 5 fois par jour de la part de détenus islamisés, ce à quoi ils ne pourraient pas du tout s'amuser au Maroc. Vous voyez la situation de notre administration pénitentiaire et de nos établissements pénitentiaires, surchargés de surcroît, est extrêmement préoccupante et ça ne date pas d'hier. Et Jean-Marie Le Pen l'avait dit déjà il y a plus de 20 ans. Merci Bruno Gollnisch, à bientôt, bon été, bonnes vacances peut-être. Merci, oui, je tâcherai d'en prendre. Je vais, ça y est, le voyage à Pyongyang se précise. Nous allons essayer de... Vous partez en vacances à Pyongyang? Non, ce n'est pas vraiment des vacances, non. Je ne pense pas que ce soit des vacances. C'est un bref voyage que juste préféré qu'il eût lieu plus tôt, avant peut-être l'entrevue de M. Kim Jong-un avec M. Trump à Singapour. Il est organisé par... C'est M. Deva, un conservateur britannique, président de la délégation. C'est le Parlement européen chargé des relations avec la Corée, qui tient absolument à ce que j'y aille avec lui, alors que je ne suis que suppléant dans cette délégation. J'ai toujours été assidu dans les travaux et M. Deva considère à juste titre qu'il est le délégué pour l'ensemble de la péninsule coréenne. Par conséquent, il tient à rencontrer les dirigeants de ces pays. Je vous dis tout de suite que ça ne fait pas de moi, bien évidemment, un adepte du régime nord-coréen, mais je suis d'avis de parler, et y compris de parler avec des gens que l'on considère comme des adversaires potentiels, réels, des ennemis, afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. Alors on prend date et on espère bien pouvoir vous enregistrer, vous avoir avec nous pour un prochain entretien après votre séjour qui sera sûrement instructif. Très volontiers. Merci à vous, au revoir.